Bonjour à tous, donc nous allons aborder la 7e vidéo de polonais où on va parler aujourd'hui de politique. Alors aujourd'hui on va parler donc de politique et on va parler du régime politique. Alors là j'ai un petit problème, c'est que j'ai ma caméra qui se coupe et je suis obligé de tout recommencer. Et ça c'est un petit peu énervant. Bon, ça marche pas. Ouais. Donc, on va parler de régime politique. Alors, la Pologne est dotée d'un régime semi-présidentiel qui est régi par une constitution qui a été adoptée en 1997. Le président de la République, il s'appelle Prezydent Rzeczy Pospolitej Polskiej. Donc ce président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et il est donc le chef de l'État. Alors je surveille sans arrêt qu'il n'y a pas de coupure caméra parce que j'ai pas envie de faire mon truc dans... Non, ça... Voilà, donc c'est à peu près comme en France. Il nomme le président du Conseil, les ministres et les autres membres du gouvernement. En outre, il dispose d'un droit de veto qui ne peut être levé par la Chambre basse qu'à la majorité qualifiée des 3/5. S'il est garant des institutions, le président de la République détient des pouvoirs limités, s'en tenant à faire figure d'autorité politique et morale. Il est toutefois le chef des forces armées et peut détenir une certaine influence dans la conduite de la politique étrangère de la Pologne. Donc c'est à peu près comme en France, mais moi je pense qu'en France, que Macron détient beaucoup de pouvoir. Donc là, c'est un mini cours de droit constitutionnel. Le président du Conseil des ministres. Prezes Rady Ministrów. Qui est généralement désigné par le titre de Premier ministre. Donc c'est comme en France. Et le chef du gouvernement du pays. Nommé par le président de la République, tout comme les autres membres du gouvernement, il préside le Conseil des ministres et est responsable du travail mené par son cabinet devant le Parlement. Chef de l'administration, il peut décider des actes réglementaires et exercer un contrôle régulier et légal des collectivités territoriales. Enfin, il représente le pays à l'étranger, notamment au sein du Conseil européen. Donc, c'est pas très différent de la France. Le pouvoir législatif, donc celui qui a le pouvoir de faire les lois, est exercé par 2 chambres. La première, ça s'appelle la Diet, qui correspond à peu près à notre Parlement, en polonais Sejm, et il est composé de 460 sièges. Et il y a bien sûr le Sénat, donc Sénat, comme en France, qui compte 100 sièges. Leurs membres sont simultanément élus dans le cadre des élections générales, dont la date est fixée par le président de la République. Chargés de discuter et de sanctionner les lois, les parlementaires doivent également voter le budget, mais les députés sont les seuls à disposer du droit de voter la confiance au gouvernement ou de renverser celui-ci, le Sénat ayant un rôle bien plus limité dans la pratique. Enfin, la Constitution
de 1997, posant les bases de la Troisième République, conforte le rôle du tribunal constitutionnel, qui est l'équivalent en France du Conseil constitutionnel. Donc, le tribunal constitutionnel qui a été créé en Pologne en 1986, et lui, il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. C'est comme en France. D'autre part, elle institue un défenseur des droits, une fonction fondée sous le modèle de l'ombudsman suédois. Elle consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire avec la création d'un Conseil national de la magistrature, tout comme en France. Alors, je pense que la Pologne, en entrant dans l'Union européenne, a calqué sa structure étatique sur le modèle des autres pays européens, mais notamment la France, puisqu'on retrouve à peu près le même schéma. Alors, ça pourrait être intéressant, mais là, ce n'est pas l'objet de la vidéo, de faire une étude de droit constitutionnel comparé entre la France et la Pologne, voir quelles sont les similitudes et les différences entre les deux pays. Voilà. Donc pour ceux qui sont des passionnés de droit constitutionnel polonais, voilà, il y a tout un développement. Là, je n'entre pas, évidemment, par manque de temps, je n'entre pas dans les détails, mais on pourrait en parler pendant des heures. Alors maintenant, on va parler des subdivisions administratives. Donc, l'organisation territoriale de la Pologne repose depuis 1999 sur 3 niveaux géographiques. Donc, le territoire polonais est divisé en ce qu'on appelle des voïvodis. Vo-i-vo-di. Nous, en français, ça correspondrait à peu près aux régions. Voilà. Ces voïvodis sont divisés en districts. Qu'on appelle des powiaty. Powiaty. En France, ça correspondrait au département. Mais pour les questions électorales, les départements sont souvent divisés en circonscriptions. Voilà. C'est la petite différence entre la Pologne et la France, c'est qu'au niveau électoral, dans chaque département, il y a des circonscriptions. Et donc, les districts sont divisés en communes. Qu'on appelle des gminy. Gminy. 65 villes sont à la fois, 65 villes polonaises, sont à la fois des districts et des communes en même temps. Donc généralement c'est les plus grosses villes, plus ou moins, hein, mais Cracovie, Varsovie, Łódź sont à la fois des districts et des communes. Voilà. En tout, il y a 16 voïvodis, 379 districts, dont 65 sont des villes. Et enfin, il y a 2478 communes.
En France, il y a tout, pour bien faire la distinction entre les deux, en France, on est à 36 000 communes, hein. En France, 36 000. Donc, il y a plein de petits villages en France, en fait. Donc, pour ceux qui veulent on se- visualiser les communes sur une carte, donc vous pouvez aller sur Google, Google Images, vous tapez subdivision administrative ou quelque chose comme ça. Et, et s'affichera devant vous la carte de la Pologne avec les 16, on va dire les 16 régions. Et cette subdivision, elle existe depuis 1999. Alors je peux vous les citer, les 16. Euh, on a la Basse-Silésie, on a la Couavie-Poméranie, on a le Lublin, on a le Lubouche, on a le Łódź, on a la Petite Pologne, on a la Mazovie, on a Opole, on a les Basses-Carpates, on a la Podlachie, la Poméranie, la Silésie, Sainte-Croix, la Warmie-Mazurie, la Grande Pologne et la Poméranie occidentale. Alors tous ces noms-là, évidemment, portent un nom polonais. Exemple, la Silésie. La Silésie s'appelle Sławki, etc. Alors, je ne vais pas citer les 16, mais chaque voïvodstwa ou voïvodie ont bien sûr leur nom en polonais, hein. Et il faut savoir qu'entre 1975 et 1999, il y en avait 49. Alors maintenant, nous allons voir les relations avec l'Union européenne à travers les dates les plus importantes. Alors, le 16 décembre 1991, la Pologne signe l'accord d'association. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accord d'association? C'est un accord entre l'Union européenne et un pays tiers créant un cadre de coopération entre eux. Donc le 16 décembre 1991, la Pologne n'entre pas dans l'Union européenne. Elle est juste... Elle fait juste un rapprochement. Alors, pourquoi la Pologne n'a pas pu faire cet accord d'association avant cette date? Tout simplement parce qu'elle faisait partie de l'Union soviétique. Elle faisait partie de l'URSS. Et ce n'était pas possible d'être à la fois membre de l'URSS et membre de l'Union européenne. Enfin, c'est pas compatible. Mais une fois que les Russes ont quitté le pays, les portes sont ouvertes. Même grandes ouvertes, on va dire. Bon. Mais au début, il n'est pas question de rentrer dans l'Union européenne. Ensuite, le 23 novembre 1992, le secrétaire général de l'Union européenne reçoit de la part des Polonais les instruments de ratification de l'accord d'association. Et le 1er février 1994, l'accord d'association entre en vigueur en Pologne. Le 5 avril 1994, la Pologne pose la question de l'adhésion. 4 ans plus tard, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment... l'adhésion, ça a été tout un cheminement. Donc 4 ans plus tard, 31 mars 1998, ont été ouverts les négociations
pour savoir si la Pologne allait ou non être un adhérent de l'Union européenne. Parce que ça ne se fait pas par un déclaquement de doigts, hein. Et cette procédure a duré pendant 4 ans. Le 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague met fin aux négociations. Le 14 avril 2003, le Conseil européen approuve l'adhésion. Ça a été très long, parce qu'il y avait sûrement des petites inadéquations, enfin vous voyez ce que je veux dire. La Pologne n'était pas encore prête, parce qu'il faut quand même respecter certaines choses avant de pouvoir rentrer dans le club de l'Europe, hein. Il faut se mettre en conformité. C'est pour ça que c'est... Le 16 avril 2003, le traité d'adhésion est signé. Le 8 juin 2003, et ça c'est une date historique, 77% et des poussières de Polonais vont approuver l'adhésion par référendum. Le score, 77,4% des Polonais acceptent l'adhésion en 2003, le 8 juin. Je pense qu'un même vote aurait eu en France à la même époque. En France, il n'y aurait pas eu ce score-là. Moi, je vous le dis, on n'aurait pas obtenu un score de 77%. Parce que je pense qu'à l'époque, les Polonais, ils voyaient beaucoup d'intérêt d'entrer dans l'Union européenne, déjà parce qu'ils bénéficiaient de certaines aides. Et je veux dire, entre la France et la Pologne, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Je pense qu'à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, la Pologne avait tout intérêt à entrer dans l'Union européenne. Là où peut-être la France avait intérêt d'en sortir. Le 5 août 2003, le ministère des Affaires étrangères de la République italienne, alors pourquoi j'en sais rien, reçoit de la part des Polonais les instruments de ratification du traité d'adhésion. Le 1er mai 2004, donc le 1er mai 2004, date à retenir, puisque la Pologne devient membre de l'Union européenne. Donc la Pologne entre dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Alors, je vérifie que ma vidéo ne s'est pas éteinte. Non, ça tourne encore. Le 21 décembre 2007, la Pologne devient membre de l'espace Schengen. Le 21 décembre 2007. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, ça sera vérifié. Alors, si j'ai bonne mémoire, l'espace Schengen permet aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne de pouvoir circuler librement dans toute l'Union européenne. Et donc, depuis le 21 décembre 2007, dans la Pologne, hein, du coup. Sans devoir présenter de passeport, de visa, ce genre de choses. La carte nationale d'identité suffit pour pouvoir se rendre en Pologne, puisque la Pologne rentre dans l'espace Schengen. De plus, toute personne qui n'est pas membre de l'Union européenne, dès lors que ses papiers sont en règle, donc dès lors qu'il y a un visa, dès lors que son titre de séjour
n'est pas un faux, ou dès lors que ces papiers sont en règle, bah, une personne qui n'est pas de l'Union européenne peut, pendant la durée prévue par sa carte de séjour, ou peut pendant une durée limitée ou illimitée, ça dépend du titre de séjour que la personne possède, peut, peut se promener dans toute l'Europe, hein. Et donc, Pologne compris. Et une fois que la personne n'est plus en règle, eh ben, elle doit sortir logiquement de l'Union européenne ou faire en sorte de se mettre de régulariser sa situation. Parce qu'on a tout à fait le droit de rester dans un pays si on est en instance de régulation. Ça va peut-être pas plaire aux personnes d'extrême droite, mais on a tout à fait le droit de régulariser sa situation. Alors, le 1er juillet 2011, la Pologne préside pour 6 mois le Conseil des ministres de l'Union européenne. Je rappelle qu'en 2022, il n'y a pas... euh, est-ce que c'est encore le cas? Je rappelle qu'en 2022, dernièrement, c'était Emmanuel Macron qui était le président de ce fameux conseil et que ça change de président tous les 6 mois. Donc, le 20 décembre 2017, l'Union européenne déclenche une procédure administrative contre le gouvernement polonais en raison de réformes judiciaires controversées. Alors, il faut savoir que parce que la Pologne est entrée dans l'Union européenne, et sans entrer dans les détails, comme elle doit respecter tout ce qui concerne l'Union européenne et surtout sa doctrine. Donc tout ce qui va à l'encontre je cherche le mot. De la doxa, de la doxa qui est en cours, bah, tout ce qui va à l'encontre bah, doit être sanctionné en fait. Je cherche mes mots, je suis en train de réfléchir. Alors, oui, pour l'Union européenne, tu as un certain nombre de personnes qui réclament de sortir de l'Union européenne. Alors moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'on sorte de l'Union européenne. Je serais plutôt favorable à ce que l'Union européenne change de paradigme. Que, parce qu'on peut très bien... on n'est pas obligé de sortir de l'Union européenne. En fait, c'est simplement l'Union européenne qui doit s'améliorer. Voilà. Si l'Union européenne, si elle présente des défauts, ben il faudrait simplement corriger ces défauts. Bon, c'est pas trop la volonté. C'est pas trop la volonté actuellement de changer de logiciel. Mais vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Soit sortir de l'Union européenne, soit changer le logiciel européen, ou tout au moins apporter des modifications. Parce qu'il y a certaines personnes qui font partie du peuple européen qui disent que depuis que l'Union européenne existe, bah, qu'il y a un certain nombre de problèmes et que finalement cette Union européenne, bah, c'est un petit peu... c'est un petit peu le désordre, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est surtout des personnes qui votent dans les extrêmes, hein.
Donc voilà. Et donc, d'ailleurs, il y a plusieurs partis politiques qui demandent de sortir de cette Union européenne. L'Angleterre notamment, est sortie de l'Union européenne. Enfin, est sortie de. Ils ont fait ce qu'on appelle le Brexit. Après, je ne pense pas qu'au niveau polonais, que les Polonais, eux, ont envie de sortir de l'Union européenne. Parce que c'est pas la même politique. Mais n'empêche que la Pologne est de temps en temps rappelée à l'ordre par Maastricht et compagnie. Je cherche le mot. Ça fait 10 minutes que je suis en train de chercher. En fait, je veux dire un truc, mais je me souviens plus d'un mot. Donc ça c'est pénible. C'est un synonyme de doctrine. Bon, bah tant pis, je ne trouve pas. En fait, il faut savoir que l'Union européenne est actuellement dans une doctrine progressiste et wokiste. Et donc, toute loi ou tout règlement qui va à l'encontre de cette doctrine progressiste bah, provoque plus ou moins la colère des personnes qui composent cette Union européenne. Voilà. Ça, et donc, il peut y avoir des sanctions qui sont prises à l'encontre des pays qui ne respecteraient pas cette doctrine progressiste et wokiste. C'est-à-dire que si demain euh, l'Union européenne devient néoconservateur, enfin devient un conservateur, eh ben, les pays devront respecter euh, cette doctrine. Donc ça suit plus ou moins les États-Unis, hein, ouais, et le Canada. Voilà. Donc c'est pareil, tout ce qui est en rapport avec la politique de l'Union européenne, ça, on peut en parler aussi pendant des heures. Ah, désolé, j'arrive pas à trouver mes mots, donc c'est un petit peu parce que j'ai mal préparé mon sujet, hein, alors j'avais fait une première vidéo qui était un petit peu où je cherchais moins mes mots, mais malheureusement ma webcam elle a planté et obligé de tout recommencer. Et c'est pareil en ce qui concerne la doctrine progressiste et wokisme, on, euh, on peut être pour ou contre. Euh, Par contre, les institutions étatiques, eux, n'ont pas trop le choix. Nous, on peut critiquer, on peut faire des webcams, on, on peut faire des vidéos sur YouTube, ce qu'on veut, expliquons qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette vision des choses. Mais toutes les personnes qui représentent l'État, bon, ils ne peuvent pas trop discuter, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, à savoir que les pays, en entrant dans l'Union européenne, ont perdu beaucoup de leur souveraineté. Donc, l'Union européenne, en fait, ça concerne les frontières, ça concerne l'immigration, l'économie,
le social, le sociétal, euh, les- l'écologie. C'est pour ça qu'en fait, la politique, c'est un vaste sujet bon, qui peut, qui peut entraîner des polémiques, des conflits intrafamiliaux, des conflits entre les personnes, entre ceux qui sont conservateurs, ceux qui sont progressistes, ceux qui veulent, ceux qui veulent beaucoup d'immigration, d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Voilà, il y a de quoi, il y a de quoi se fâcher avec ça. Entre ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, ceux qui veulent en sortir. Bref. Alors, maintenant, de quoi on va parler? Alors, en ce qui concerne le tourisme, j'ai déjà vu ça. Ouais, on a déjà vu le tourisme. La démographie, on l'a vu aussi. Alors, maintenant, on va parler des minorités. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 483 000 étrangers possédant un permis de résidence en Pologne en 2020. Mais attention, ce décompte n'inclut pas les personnes n'ayant pas régularisé leur séjour ou résidant de manière temporaire ou prolongée sans permis de résidence. Voilà. Donc on a estimé que le nombre total d'étrangers en Pologne était de 2 millions. Donc moi, pour moi, ma vision des choses, c'est qu'une personne qui n'est pas en situation régulière ne doit pas rester dans le territoire européen ou français. Par contre, elle a tout à fait le droit de régulariser sa situation. Parce que des fois, ça peut être la personne qui n'a pas fait ses papiers correctement. Peut-être une personne peut-être en l'air qui a oublié de signer un document. Donc, on laisse quand même la personne la possibilité de régulariser sa situation. Et par ailleurs, une situation peut être régularisée après coup, quand la personne a rempli certaines conditions. Bon, après, il y a toujours des petits malins voilà, qui jouent avec le droit international. Bon, c'est comme partout, quand on fixe des conditions, tu as toujours des personnes qui contournent plus ou moins la loi. Et bon, ils arrivent à rentrer comme. Enfin, ils arrivent à obtenir un droit en zigzagant plus ou moins légalement, quoi. Ou des fois, tu as un petit peu de complaisance, quoi. Bon, alors, les personnes qui viennent en Pologne sont majoritairement originaires d'Ukraine. Alors, c'est logique, puisque l'Ukraine, c'est le pays qui se trouve pile poil à côté, donc c'est juste en dessous de la Pologne, et l'Ukraine n'est pas un pays. C'est un pays très pauvre, et c'est pas un pays très sûr non plus, quoi. Enfin, ça fait une paire d'années que il y a des problèmes en Ukraine, hein. Et les problèmes se sont accentués avec l'invasion des Russes depuis mars 2022. Et en toute logique, les personnes qui fuient la guerre, en toute logique, ils vont où? Ils vont en Pologne. Puisque, puisque entre l'Ukraine et la Pologne, ils sont à peu près amis, hein. C'est un peu comme nous entre la France et la Belgique, entre la France et la Suisse. C'est à peu près dans le même genre. Alors c'est pas la même langue, hein. Les Ukrainiens parlent ukrainien. Ou c'est comme nous avec les Allemands aussi, hein. Donc, donc c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que les Ukrainiens ils vont chez les Polonais en premier lieu.
Alors, ils n'ont pas toujours été amis dans l'histoire. Il y a eu de temps en temps quelques soucis entre la Pologne et l'Ukraine. Même de très gros soucis. Mais bon, c'était un petit peu dans toute l'Europe où l'ambiance était un petit peu... était pas très bonne, quoi. Ensuite, il y a de l'immigration en provenance de la Biélorussie. Alors, eux, ils sont à peu près 105 000. Voilà. Donc, ce qui est logique aussi, puisque la Biélorussie, c'est le pays qui se trouve à côté, et c'est pas le même régime politique, pas tout à fait le même. Donc, des personnes qui se plaisent pas en Biélorussie, logiquement, ils vont où? En Pologne. Ou après, c'est pas, ça peut être aussi une question de travail, hein, tout simplement. Et ensuite, beaucoup de personnes d'immigrés viennent d'Allemagne, de France et de l'Europe occidentale. Là aussi, c'est logique, puisque on est dans l'espace Schengen, libre circulation. Donc, c'est assez facile d'aller en Pologne. Il n'y a pas besoin de remplir des papiers. Enfin, alors peut-être que pour rester en Pologne, peut-être que c'est plus compliqué, hein. Alors, concernant maintenant les personnes qui sont originaires du Vietnam, parce qu'il y en a beaucoup. Alors il faut savoir que les Vietnamiens, ils vont en priorité en France. Ensuite, en deuxième position, l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de Vietnamiens en France, il y a beaucoup de Vietnamiens en Allemagne, et il y a également beaucoup de Vietnamiens chez les Polonais. Voilà. Mais c'est les trois principaux pays. Alors il faut savoir que depuis l'an 2000, il y a 70 000 Allemands à peu près qui se sont installés en Pologne. Voilà. Alors, ensuite, nous avons parmi les immigrés, nous avons des Cachoubes, nous avons les Silésiens, nous avons les Allemands de Pologne. On a également une immigration qu'on appelle les Tatars. Alors, les Tatars, ils sont majoritairement musulmans. Il y a à peu près 150 000 personnes, non, 3 000 personnes. Donc, il y a 3 000 Tatars de religion musulmane. Ensuite, on a quelques Grecs et quelques Macédoniens. Alors, particularité, c'est que les Grecs et Macédoniens, sous le régime communiste, étaient reconnus comme une minorité nationale. Et depuis la chute du communisme, ils sont maintenant considérés comme une minorité issue de l'immigration. Voilà. Bon, c'est surtout des personnes qui sont des réfugiés de la guerre civile qui a eu lieu en Grèce entre 1946 et 1949. Et enfin, on a les juifs ashkénazes qui sont installés plutôt dans les grandes villes. Alors, Polonia. Donc il faut savoir qu'il y a 20 millions de Polonais répartis dans le reste, dans le monde. Donc la diaspora équivaut à 20 millions de personnes. Alors je ne sais pas dans quelle religion, dans quel pays ils se dirigent. Je pense qu'il y a beaucoup de Polonais aux États-Unis. Et après, bon, je pense qu'il y en a beaucoup en Allemagne. Et puis après, je ne sais pas. C'est pas, j'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les références. Alors, contrairement à la France, alors ça, je vais vous donner mon point de vue, pas mon impression. J'ai l'impression que la Pologne,
est beaucoup plus hostile que les Français en ce qui concerne l'immigration. Nous, on a une immigration qui vient d'Afrique du Nord, du Nord-Est, mais c'est aussi dû, déjà d'une part, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire. Euh, D'autre part, je pense que les personnes qui sont issues des pays d'Afrique du Nord-Est ne sont pas intéressées par la Pologne, parce que d'une part, déjà la difficulté de la langue, hein. Le polonais, donc ça peut faire fuir les gens. La, la langue, c'est quand même, pour moi, c'est une bonne raison qui peut faire peur aux gens, quoi. Et à savoir que la plupart des personnes qui viennent d'Afrique du Nord parlent très bien le français, donc du coup, c'est plus facile pour eux, du coup. C'est plus facile d'aller dans un pays où tu parles la langue que d'aller dans un pays où il faut tout apprendre, quoi. Ensuite, l'autre raison, c'est que la Pologne est plus pauvre que la France. Donc, pour, moi, pour ma part, il vaut mieux d'aller dans un pays où tu es sûr de trouver du travail bien rémunéré que dans un pays où tu vas être pauvre, quoi. En France, si on fait la comparaison avec la Pologne, il y a beaucoup d'associations qui, qui est là pour accueillir les étrangers, chose qu'il n'y a pas forcément en Pologne. La plupart des étrangers qui viennent en France, en réalité, ils ne veulent pas venir en France, mais c'est un point de passage pour aller en Angleterre. Donc il faut aussi considérer ce cas de figure-là. Euh, et ensuite, il y a une différence au niveau des aides sociales. Voilà. C'est-à-dire que la France est beaucoup plus généreuse en termes d'aide sociale que la Pologne. Mais en même temps, c'est peut-être parce que la France a plus d'argent. Donc, quand tu as plus d'argent, tu peux en distribuer plus. Voilà. Et c'est justement sur ce point-là, et je pense que je vais terminer par ça, qu'il y a une scission entre deux groupes, on va dire, le groupe qu'on appelle les socialistes et communistes. Donc socialistes communistes, qui eux, alors je parle de la France, hein, qui eux sont favorables à faire venir des étrangers et à aider tout le monde. Et contre eux, on a l'extrême droite et peut-être une partie aussi de la droite classique qui eux sont plutôt défavorables aux aides sociales et à l'immigration. Donc ça, c'est pareil, c'est des débats où ça peut se terminer en fâcherie. Ça peut faire. C'est le genre de débat qui attire beaucoup les trolls et, et qui peut être source de polémiques et de disputes entre amis. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne est progressiste et wokiste. Voilà. Il faut s'y prendre aussi en compte ce facteur-là. Et donc la différence entre la France et la Pologne, c'est aussi que la France, elle est plutôt de gauche euh, au niveau médiatique, au niveau ambiant général, alors que la Pologne,
elle est plutôt conservateur. Mais bon, pareil, on peut faire une comparaison entre la politique intérieure française et la politique intérieure polonaise. C'est c'est deux, on va dire, ces deux salles, deux ambiances. Voilà. Donc voilà, bah, alors j'espère que la vidéo ne s'est pas coupée. Non, ça tourne encore. Et c'est vrai que là, parce que je suis en train de parler de politique, mais je suis pas, en fait, je suis pas entré dans les détails. Alors, je vais voir si c'est possible. Comme ça, soit ça va confirmer ce que je dis, soit ça va infirmer ce que je dis. Mais de toute façon, tout ce qui arrive en France, je pense que ça va probablement s'exporter en Pologne, hein. Donc tout ce qui est féminisme, toute cette doctrine-là, je pense que ça vient petit à petit en Pologne. Bon, après, est-ce qu'ils vont l'accepter, est-ce qu'ils vont pas l'accepter? C'est notre paire de manches. En France, c'est mitigé, c'est politique. Enfin, il y a deux groupes, on va dire. Deux groupes qui s'opposent, et ça se fait plus ou moins la guerre, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est aussi la guerre entre l'Union européenne et puis d'autres pays, hein. Alors, politique en Pologne. Alors, est-ce que est-ce que c'est un long développement ou pas? Euh, donc, le président est lourd, sauvage universel, nanana, ça j'ai déjà dit. Bah, ils disent pas grand-chose en fait, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. La diète en 95, entrée dans l'OTAN, 2005-2007. Non, mais ils disent rien du tout. Je suis, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il faudrait aller sur le Wikipédia en langue polonaise, mais bon. Le droit des LGBT. Tiens, ça peut être intéressant ça. Parce que je pense qu'au niveau des LGBT, la Pologne n'est pas encore au même niveau que la France, hein. Hmm. Ah, il y a des personnes LGBT qui ont été élues lors des élections législatives. Et comme il y a un mec anticlérical, bien sûr. Bon, oui, c'est. Mais je pense, bon, la Pologne n'a pas le.
Eh ben, justement, je peux proposer ça en débat, en ouverture de débat. Le, la place du wokisme et du progressisme en Pologne et comment vous voyez les choses évoluer. Est-ce que ça va devenir comme en France ou est-ce que ça va être quelque chose de différent Et puis même, on peut discuter de ça dans la France aussi, hein. Est-ce que- oui, ça peut être un débat. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ah, ciao. Widzenia.